Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 392 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, c'est la preview, la grande preview de la 4e demi-finale de conférence des playoffs 2025. À l'ouest, nous sommes entre les Minnesota Timberwolves et les Golden State Warriors. Énorme choc, donc grande preview tactique. Et puis comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petite étoile. Bienvenue dans le Basket Lab. Preview de la demi-finale de conférence Ouest, les Minnesota Timberwolves contre les Golden State Warriors. Dernière preview, celle qu'on n'a pas encore fait. Alors peut-être que vous écoutez ça mercredi matin, il y aura déjà eu le match 1. Bon, excusez-moi, je peux pas tout faire. Je suis déjà à un podcast par jour depuis plus d'une semaine. Faut s'en prendre à la NBA, faut s'en prendre à la NBA qui ne met qu'un match, un jour de repos pour les Warriors et pour aussi pour Denver qui fait des matchs 7. Bon bref, évacuons ça. De toute façon, les previews restent pertinentes à mon avis pour tout le reste de la série et même pour toute la série. Hein, même si vous voyez le match, il y a aussi moyen de comparer avec ce qu'on peut en dire, ce qu'on peut faire ressortir comme enjeux principaux, etc. Mais voilà, bon, excusez-moi pour ce retard, mais Adam Silver, c'est de ta faute. Bref, donc cette série qui en plus, moi, j'ai très hâte, ne serait-ce que, en fait, le simple fait d'avoir une série inédite, c'est vrai que c'est pas hyper fréquent, ça, d'avoir des affiches un peu inédites. Là, on n'a jamais eu ça, et le clash tactique devrait être assez intéressant pour le coup, donc on va se pencher là-dessus. Et avant de parler de tactique, où les batailles devraient être pas mal, et ça se goupille bien ou pas bien selon les domaines, vous allez voir, mais je rappelle toujours un fait qui est évident. Je l'avais déjà fait au premier tour, même si ça ne m'a pas empêché de croire et d'être aveuglé, comme diraient certains, par les Lakers, c'est par les paillettes et par le fait de vouloir faire des vues et des clics, mais non, je l'ai déjà rappelé alors que j'avais pourtant choisi les Lakers au tour d'avant, mais les Wolves, mine de rien, sont sans doute un peu sous-estimés. Et pas parce qu'ils ont fait un upset au premier tour, mais par le simple fait que, en termes de net rating, donc le fameux différentiel attaque-défense, ce qui est le meilleur indicateur pour le niveau d'une équipe, hein, grosso modo, c'est le but du basket, créer un différentiel attaque-défense. Minnesota, en termes de chiffres bruts, ils sont à plus 5 de différentiel par 100 possessions, plus 5, et il faut savoir que c'était le 5e meilleur de NBA. Donc, là encore, je fais pas le refrain, je le fais toutes les 2 semaines, j'ai l'impression, mais il y a un peu ce côté où on les voit moins forts, mais c'est peut-être une vision qui est erronée, et erronée relative à l'an passé qui était fabuleuse, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas voilà. 5e meilleur net rating de NBA, plus 5 points par 100 possessions, attaque 8e, défense 6e. Voilà, donc ça, premièrement. Et deuxièmement, on peut le dire aussi, avec les Warriors qui sont plus du tout la même équipe depuis le trade. Et là encore, bon, ils ont battu les Rockets, Rockets était 2e, était le meilleur seed, donc les gens s'attendaient à ce que Houston gagne. Bon, je pense que Houston avait moins de talent pur, on en avait parlé en preview, moins de talent pur offensif notamment, et bref, mais ce que je veux dire, c'est que les Warriors non plus ne sont pas un 7e ou 8e seed un peu classique, un peu normal, dans le sens où quand tu mets Jimmy Butler, qui est le fit parfait, tactique, le yin au yang, qui est Stephen Curry, tout ce que vous voulez, l'assise défensive, bref, Jimmy Butler a changé cette équipe. Et on le voit concrètement. Donc là encore, prenons l'argument du net rating, plus 9 depuis le mois de février. Depuis début février, donc depuis le trade, les Warriors sont à plus 9 points de différentiel attaque-défense par 100 possessions. Si on se projette sur une saison complète, il y a des années, ce serait premier. Là, cette année, ce serait 2/3, un truc comme ça, je pense. Mais voilà. Après, je dis ça aussi pour dire, c'est un indicateur assez flou que oui, c'est un faux 7e de conférence. C'est un vrai candidat au titre. C'est une vraie très très belle équipe, à mon avis. Mais, il y a tout de même un mais, ça reste une image un peu floue. Ça reste une image assez globale qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre. Il ne faut pas dire « Ah, tiens, ce serait le meilleur net rating en 2023, 2022, etc. » Donc, c'est la meilleure équipe de NBA, mais un peu cachée. Non, il ne faut pas être trop littéral avec ce genre de mesures. Surtout donc, d'autant plus quand on parle d'un échantillon qui est depuis février. Donc, on parle de quoi ? De 2 mois et demi, un truc comme ça, ou même pas trop. Donc, voilà, plus l'échantillon est réduit, plus tu peux être sujet à des fortes variances aléatoires, notamment au shoot. Est-ce que toi, tu as mis plus de 3 points que tu ne l'aurais fait sur l'entièreté de la saison, ça se serait régularisé. Et de manière identique, le 3 points défensif également. Parfois sur 2 mois, tu peux avoir de la chance, la réussite que juste les mecs en face mettent pas leurs 3 points, par exemple. Donc bref, prenons ça avec des pincettes, mais gardons en tête que Minnesota, équipe d'élite, Warriors, équipe d'élite également. Voilà, c'est peut-être le seul truc qu'on peut dire, on n'ira pas plus loin.
Mais c'est pas rien, quoi. C'est pas dans toutes les demi de conférence, c'est pas dans toutes les séries de deuxième tour qu'on a peut-être 2 des 5, 6, 7 meilleures équipes de NBA. Peut-être un truc comme ça. Donc profitons. Et en plus, au-delà de l'aspect tactique de hipster on va développer, il y a un aspect très narratif pour les médias plus traditionnels, très mainstream aussi, qui fait plaisir. C'est la bataille des jeunes contre les vieux. Ça fait vendre aussi. Hein. Ça fait vendre, ça fait cliquer. Mais en un sens, c'est vrai aussi. On a une équipe qui est plutôt en début de cycle, on va dire, même si, bon, un peu caché derrière la jeunesse de Edwards ou de McDaniels, il y a mine de rien pas mal de vétérans, mais il y a un peu cette image de très jeune, très athlétique, etc. Versus, à l'inverse, les Warriors, les vieux qui sont dans leur dernier tour de piste, hein, grosso modo, le trade de Butler qui est un all-in mais du court terme, etc. Voilà, jeunes contre vieux, donc on va se délecter de cet affrontement. Bref, bon, passons pour de vrai à la preview, à la tactique si vous voulez bien, après ce petit topo. Tiens, attaque Minnesota contre défense de Golden State, si vous voulez bien. Première chose que je pourrais dire, c'est que défensivement, bon, alors pardon, je l'ai pas dit, mais depuis février, les Warriors, 8e attaque, première défense. Voilà, et certes, ils ont été encore meilleurs avec Butler, mais en fait, les Warriors étaient déjà très bons défensivement. Même avant, par exemple, hein, je le cite souvent, mais avant le trade de Butler, je crois que c'était en janvier, où on a eu une équipe des Warriors qui, sans Draymond Green et donc sans Butler, par exemple, a réussi à faire tomber OKC chez eux. Enfin, chez les Warriors, je veux dire, pas OKC. Mais voilà, c'est une équipe qui, en fait, schématiquement, était très bonne et qui avait des bons éléments défensifs. Ce qui manquait, c'était un peu le star power offensif. Ce qui manquait, c'était un peu on a Curry qui court partout, qui nous fait sa motion offense, etc. Mais on n'a pas d'alternative. On n'a pas de mecs qui vont au panier, on n'a pas de lancer franc, etc. Bon, bref, tout ce qu'apportait Butler. Mais ce que je veux dire, c'est que même avant le trade de Butler, c'était déjà une équipe défensivement très 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 intéressante, voire même pas loin de l'élite. Ils le sont devenus complètement depuis le trade de Butler, à mon avis, parce que au-delà des chiffres, hein, comme on dit, les chiffres, faut pas les prendre au pied de la lettre depuis février, mais même, bref, mais au-delà des chiffres qu'on pourrait sortir, il y a aussi l'aspect de, en fait, ce qu'apporte Butler en termes de créativité tactique, de possibilité de polyvalence, en fait, créativité tactique, pardon, pour le coach. On peut l'utiliser de plein de manières différentes, Butler. C'est un magnifique on-ball, mais aussi off-ball, le playmaking défensif, bref, on va en parler. Mais bref, globalement, pour moi, les Warriors, il faut garder en tête que c'est leur identité, c'est de protéger le panier. Et ça peut paraître un peu contre-intuitif quand on ne connaît pas trop plus que ça, quand on regarde juste de loin la NBA ou quoi que ce soit, mais il y a un aspect où c'est la meilleure équipe de NBA depuis 2, 3, 4, 5 ans, je crois, un truc comme ça, pour autoriser la pire fréquence de tir au panier. Et donc, pardon, je disais, ça peut paraître contre-intuitif parce qu'il y a cette image peut-être de Draymond Green, défenseur de switch. Donc, en général, les défenses de switch, ça concède parfois un peu de tir au panier. C'est pas comme une défense avec Gobert, quoi. C'est pas comme une défense avec un drop. C'est pas comme une défense avec Roy Hibbert à l'époque ou des mecs comme ça. Non. Là, on a un défenseur de switch, donc on se dit, bon, mais non, c'est pas eux qui protègent le milieu de panier. Et en fait, si. Parce qu'en fait, venons-en en fait, pardon, je divague. Les Warriors réduisent l'espace mieux que personne en NBA, à mon sens. Voilà, il y a un peu ce côté-là. Ou en tout cas, plutôt pour le formuler, si vous êtes fan d'OKC et que vous sentez vexé par cette conjecture, cette affirmation que je viens de faire, il y a le fait que, très simplement, l'identité des Warriors, c'est de réduire l'espace. Et c'est comme ça qu'ils sont premiers de NBA chaque année pour le plus petit total de tirs au panier et les tirs les plus rentables autorisés. Donc réduire l'espace. De l'autre côté, les Timberwolves manquent parfois d'espace. Alors je sais que vous allez me sortir, oui mais ils shootent bien cette année, etc. Ils ont des shooters, ils prennent beaucoup de 3 points. Ça c'est vrai, mais là encore on a déjà parlé cette saison. Il y a aussi un aspect qui est l'inverse du propos de base, qui serait de dire non mais les Wolves savent shooter, regardez, ils en prennent plein. Non, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que c'est parfois par manque de spacing qu'il n'y a pas la place à l'intérieur et qu'il y a beaucoup de 3 points un peu par dépit. Clairement, pour moi, l'absence de 4 cette année fait aussi mal en ce sens. C'est qu'on a aussi l'aspect où on a décortiqué plein de matchs cette saison, on en a parlé assez souvent. Il y a des fois où Edwards il veut driver, il n'y a pas de place. Donc en fait, la bonne action, c'est mec, mince, j'ai 3 mecs sur moi, je kick out, et puis ok, il y a un 3 points. Mais il y a un peu un 3 points par dépit, quoi. C'est pas une philosophie de le 3 points pour le 3 points. On aligne plein de bons shooters aux Wolves. Donc, premièrement, en termes de fréquence, ça veut pas tout dire, c'est parfois même l'inverse. Et deuxièmement, même en termes d'efficacité, vous allez me dire, oui, mais ils shootent très bien cette année. Ils shootent très bien en termes de moyenne de saison. Ils sont, alors je sais plus combien, je crois 38%. 38%, 6e meilleure efficacité de NBA. Bon, d'accord. L'argument que je pourrais vous rétorquer, c'est
L'an passé, c'était l'équipe qui shootait le mieux de toute la NBA à 3 points. Et pourtant, ça ne leur a pas empêché de rencontrer des obstacles en play-off, de passer tout de même contre Denver malgré ces obstacles, mais même d'être éliminé encore plus facilement face à Dallas, qui était une défense qui n'hésitait pas aussi à boucher les espaces, à abandonner des mecs à 3 points contre OKC, contre Minnesota. Contre Boston, c'est pas passé parce que Boston avait un spacing justement, donc ils punissaient ces schémas. Mais voilà, je veux dire, attention par rapport à ça, aux stats un peu de cette saison. En fait, les Wolves ont quand même cette tendance à parfois manquer d'espace. Ça dépend des séries, ça dépend des matchs, ça dépend en fait de la physionomie, de comment est-ce qu'on va attaquer, par quels moyens, etc. Isolation, notamment contre les Lakers, c'est passé. On a arrivé à bien organiser le terrain. Et puis de toute façon, il y avait un aspect de maillon faible qui faisait que, bref, l'aspect de spacing était moins important, puisque de toute façon, ça se resserrait autour de Edwards, parfois en tête de raquette ou autre. Donc les espaces étaient ailleurs et les espaces apparaissaient. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a aussi connu des matchs cette saison, notamment quand ça a attaqué sur pick and roll, où bon, bah, ça mettait la pression sur le ballon et ça resserrait autour et mince, il n'y avait pas trop d'espace, quoi. Là, pour le coup, il y avait un peu un aspect sur des matchs où ça ciblait sur pick and roll, où la physionomie du match et le plan de jeu était d'attaquer via le pick and roll, mais parce que c'est aussi relativement à l'adversaire en face, quelles sont ses forces et ses faiblesses. Bah, dans des cas-là, je pense notamment à des matchs contre Memphis, par exemple, de cette année, bon, bah, l'espace n'était pas là, le spacing n'était pas là. Donc, clash un peu de ce côté-là du terrain, même si, pour le coup, encore une fois, on peut être rassuré par ils en prennent beaucoup, ils les mettent, ils ont été en réussite au premier tour, d'ailleurs. Bref, plein de petits éléments qui peut-être le verre à moitié plein, si vous voulez. On a un peu ce clash entre Minnesota qui parfois peut avoir tendance à manquer d'espace et de spacing, et de l'autre côté, les Warriors qui sont tout l'opposé. C'est un peu les mecs qui réduisent quasiment le mieux l'espace en NBA, et donc se resserrer autour du panier, bloquer l'accès au panier et forcer la balle à aller ailleurs sur les shooters, justement. Mais voilà, après, faut-il encore punir, avoir des bons shooters qui mettent des bons tirs. Donc ça, c'est une autre histoire. Globalement, c'est un peu ça, comme ça que je vois cette série pour l'instant de ce côté-là du terrain. Ça va être là-dessus que ça va tourner. Donc, point de bascule, de quel côté ça peut tourner? Les Wolves vont-ils arriver à dépasser ça, ou les Wolves vont-ils se faire un peu enfermer par les Warriors, un peu comme Golden State le souhaite? Bon, parlons un peu des Warriors et de leur défense. Le problème de la série d'avant, le problème n'est pas pour Golden State, au contraire. Et ce qui était bien pour eux, mais le problème des Rockets, c'est que les Rockets n'ont pas du tout assez ciblé Stephen Curry. Ce qui était en un sens un peu incompréhensible, parce que c'est le maillon faible, c'est le meilleur joueur offensif, donc tu as envie de le fatiguer, de le mettre en difficulté, etc. etc. De l'autre côté, c'est aussi compréhensible en ce sens que, au final, bon, quand t'es porteur de balle, c'est Fred VanVleet ou c'est Jalen Green, tu peux tenter de le faire. D'ailleurs, ils l'ont fait, Jalen Green, ils l'ont fait surtout en début de série. On a vu qu'à part le match 2, le shot-making sur de l'isolation, sur de la chasse au mismatch de Stephen Curry, le shot-making n'est pas là. Et puis même quand il dépassait Stephen Curry sur drive, il y avait une aide derrière. Donc bref, je pense que Houston avait aussi pas trop les outils pour aller punir du Curry. Mais globalement, je pense tout de même que le play call n'a pas été si génial que ça. Et donc, je trouve qu'en un sens, les Warriors s'en sortent quand même pas mal de cette série. Parce que Curry a été quand même largement laissé tranquille. Or, de l'autre côté, cette fois-ci, les Wolves, qu'ont-ils fait contre nos amis les Los Angeles Lakers, paillettes, clics et aveuglement? Non, mais les Lakers, contre les Lakers, ils ont fait tout l'inverse. Les Wolves ont réussi et ont fait que quasiment de la chasse au mismatch quasiment toute la série. Donc là aussi, on a également un clash en mode la série d'avant, Golden State n'a pas eu trop de problèmes, alors que là, peut-être qu'ils devraient en avoir. Puisque les Lakers, par exemple, avaient 2 maillons faibles qui étaient Luka Doncic et Austin Reeves principalement, mais il y en avait d'autres, parfois un peu c'est LeBron qui était ciblé par Randle ou des mecs comme ça. Mais voilà, Minnesota, la leçon peut-être du tour d'avant, c'est qu'ils peuvent opérer en chasse au mismatch. Donc, quid de Anthony Edwards, notamment, qui va aller chasser du Stephen Curry. Ça, c'est intéressant parce que la série devrait prendre un peu cette tournure-là, je pense. Si les Wolves y arrivent, on est sur une série où, on pose un dilemme aux Warriors. Curry va être fatigué ou ciblé et donc concéder des décalages et donc des points, etc. Tu peux même en fait faire, si ça réussit, mais si ça réussit, tu peux faire d'une pierre deux coups. En arrivant à le fatiguer, non seulement toi tu gagnes des points, mais en plus tu diminues un peu son impact offensif de l'autre côté. Donc j'insiste, mais vraiment ce ciblage de Curry, j'espère qu'il sera là côté Minnesota, parce que c'est un peu le regret de la série pour Houston au premier tour. Et vu qu'on en parle, ce ciblage doit se faire de bonne manière. Et en tout cas, pour être optimisé, pour bien pouvoir se dérouler, il faut quelques éléments.
En l'occurrence, on retombe également, vous l'avez compris, sur la notion de spacing. La notion de spacing, il faut que tu aies de l'espace pour pouvoir attaquer ce mec-là dans l'espace, pour pouvoir un peu créer des décalages, les exploiter, etc. En l'occurrence, on peut s'attendre à ce qu'on ait totalement une équipe des Warriors qui vont surcharger le terrain autour de Curry. Déjà, Curry en soi, que va-t-il faire? Est-ce qu'il va switcher assez tranquillement? Et puis, comme ça, d'accord, c'est un mismatch, Curry sur Edwards, mais ensuite, on va essayer de le protéger avec des aides en premier rideau, des stunts en tête de raquette, ou carrément mieux, des aides au panier. Est-ce qu'on va partir sur un hard edge, donc Curry qui monte haut pour gêner Edwards le temps que ça traverse l'écran, et ensuite lui-même revient sur son attaquant? Mais là, pour le coup, vous le savez, c'est un risque puisque c'est créer un décalage. Hein, quand le temps qui monte haut, peut-être que le poseur d'écran peut s'échapper ailleurs. Donc, c'est un décalage. Est-ce qu'on peut tenter de faire un peu des blitz ou essayer de contenir un peu en 2 contre 1 plutôt que juste faire un hard edge, de carrément dire à Curry non, mais tu montes sur Edwards. Je sais pas. Il y a un côté où c'est pas un passeur d'ultra élite. Il y a quand même un côté aussi où cette année, il a fait des progrès, je trouve, très conséquents à la passe et plus l'aspect de passing. Je me souviens d'un match en début de saison où pourquoi est-ce que les Lakers faisaient du edge contre Edwards? Il y avait un peu ce pari de Anthony Davis monte sur les écrans, monte sur Edwards et Edwards fera pas la passe. Mais pourquoi? Parce qu'Anthony Davis, il est très grand. Donc la configuration pick and roll face à un gros, c'est pas pareil. Alors que là, face à des petits, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu donnes Curry, mais c'est un risque, et ensuite il faut le protéger? Ou est-ce que tu fais un hard edge and recover, mais il y a un décalage qui peut se créer quelque part? Que ce soit pour un poseur d'écran qui file au panier, pour un poseur d'écran qui file au pick and pop, vu que on parle d'un petit, hein, si Stephen Curry le défend, c'est que c'est un petit, a priori le poseur d'écran, voire même juste Edwards, il voit venir, l'écran est posé très haut, juste il contourne en un dribble et en une longue enjambée, une longue foulée, il contourne un peu Curry. Et en fait, il a plus personne devant lui. Il y a un peu le défenseur d'Edwards, je sais pas, Butler par exemple, qui est coincé dans l'écran. Edwards contourne le edge, le petit hard edge, parce que Curry est pas si grand que ça. Et au final, il peut se remettre très vite dans le sens de la marche, attaquer nord-sud. Et voilà. Et le point clé, c'est quoi? Et je vais le détailler pour deux aspects, mais le point clé, c'est aussi l'explosivité d'Edwards. Explosivité. Moi, j'espère qu'il va pas faire une série où il se repose trop sur le pull-up à 2 points ou à 3 points, mais on a vu que c'était pas trop une inquiétude. Pour le coup, sur le premier tour, il s'est bien servi de ses atouts pour aller au panier et pour créer du chaos de cette manière. J'espère que ce sera le cas ici également. Et comme dit, le fait de faire un edge par exemple et que Edwards peut te contourner vite fait, en fait, il lui suffit de pas beaucoup d'espace pour exploser au panier. Parce qu'il a ce dynamisme, il a cette explosivité dans les mollets. Donc voilà, on parle pas de, je sais pas moi, de Luka Doncic par exemple. Ou bon, après, Doncic pour aller au panier un peu en mode bully ball, d'accord, mais Doncic, il doit contourner un edge. Bon, il a pas le coup de rein pour vite aller au panier avant que tu reviennes en position. Là, Edwards, le problème du edge and recover, c'est que est-ce qu'il va pas s'échapper en 2 coups d'explosivité de mollet avant que tu puisses revenir en position, avant que tu puisses faire quoi que ce soit. Donc, par rapport à ça, et même par rapport à des 1 contre 1, même si tu concèdes le mismatch, même si tu dis, bon, Curry, tu switches, comme ça, il n'y a pas de décalage, il n'y a pas de passe par-dessus, de passe à droite, de passe à gauche, d'ouverture de drive à droite ou à gauche, non, tu switches, comme ça, hop, on est tranquille. Mais en fait, même là, il faut être attentif parce que le truc avec Edwards, c'est que oui, dans la théorie, tu peux dire oui, mais non, mais on fait un switch et puis ensuite on le protège. Podziemski va coulisser depuis l'aile droite, Moses Moody va coulisser depuis l'aile gauche et puis en fait, le terrain va être resserré et Edwards va pas pouvoir attaquer. Ok, ça c'est la théorie, c'est bien gentil. Après, dans la pratique, il y a ce truc aussi où en fait Edwards est tellement rapide, explosif que parfois, s'il y a un switch et qu'il obtient Curry, bah il y a des fois en fait il attaque avant que la défense ne puisse se mettre en place, avant que le quadrillage ne puisse se mettre en place et que tu puisses apporter ces fameuses aides en premier rideau, voire même en deuxième rideau. Voilà, il y a un peu ce truc là à garder en tête de l'explosivité d'Edwards, ce qui fait que en fait tu vas potentiellement être un peu en mode urgence, quoi. Tu peux pas trop traîner en mode non mais laissons le switch et puis on va se mettre en place. Non, peut-être pas. Donc à garder en tête, spacing, le type de couverture fait sur les écrans. Et oui, non, pardon, pour revenir au spacing aussi, je pense que ça pourrait aussi dicter qui va jouer. Ça pourrait dicter qui va jouer parce qu'on a vu, notamment, alors j'ai pas les stats exactement, je peux aller le retrouver en 2 clics, mais on a vu que Naz Reid a joué pas mal de temps sur la série contre les Lakers. Et on a même vu que en réalité, il a même fini certains matchs. Ce qui est un peu une constante cette saison chez les Wolves, c'est qu'on a parfois ces fins de match où quand tu as besoin d'attaque côté Wolves, tu fais jouer Randle et Naz Reid plutôt que Randle et Gobert ou alors Gobert et Naz Reid. Non.
ce qui est régulièrement fait cette saison, c'est de faire jouer les deux offensifs. Randle qui peut un peu shooter, mais surtout qui est un porteur de balle, et Naz Reid qui peut shooter et qui est également un porteur de balle. Et donc, disais-je par exemple, hop, j'ai les stats, donc les minutes sur le premier tour de playoff, 120 pour Naz Reid, 143 pour Gobert. Bon, il y a une petite différence, effectivement, mais aussi parce que le match 5, Gobert a été énorme, donc il est resté un peu plus sur le terrain. Mais voilà, vous voyez que c'est pas non plus énorme. Et d'ailleurs, Randle, lui, est un peu au-dessus, il est à 190 minutes sur le premier tour. Mais voilà, 120, 143, il faut quand même avoir conscience qu'on est un peu sur ce jeu de plateau. Et même, au-delà de comparer peut-être Gobert et Naz Reid, même je peux vous dire, Gobert lui-même en playoff versus lui-même en saison régulière, il était à 33 minutes en saison régulière cette année, c'est tombé à 28 en playoff. Donc, il y a cet aspect de quid des line-up, parce que si tu as besoin de spacing pour attaquer des maillons faibles, donc ça peut être Podziemski aussi, j'ai pas parlé, mais Podziemski, mais pourquoi pas Buddy Hield aussi, pourquoi pas donc du Curry, forcément. Si tu as envie que ça marche, tu as peut-être l'obligation d'aligner du spacing, et donc ça peut dicter certains line-up, assez clairement. Tiens d'ailleurs, puisqu'on parle un peu de ça, discutons un peu de match-up. Où va être Stephen Curry? Je pense que de base, on pourrait le retrouver un peu sur du Mike Conley. Ça paraît assez intuitif, mais après, Mike Conley va pas forcément jouer des tonnes. Alors ça alterne un peu, mais c'est pas un gros temps de jeu. Donc quand il se fera cibler, peut-être que le poseur d'écran ce sera Mike Conley. Après, le problème, c'est que Mike Conley, il a quand même un pick and pop. Donc d'ailleurs, c'est un peu tout l'intérêt. C'est comme ça qu'il est désormais utilisé. C'est en poseur d'écran pour amener des petits dans l'action, type Austin Reeves, et ensuite Edwards, il lit un peu ce qui se fait sur le pick and roll, et donc si ça reste à deux sur lui, hop, pick and pop Mike Conley. Donc, est-ce que vraiment tu as envie d'avoir Curry sur un Mike Conley, sachant que tu peux laisser ouvert un pick and pop? Est-ce que tu peux tenter de le mettre sur... parce qu'il y a l'option DiVincenzo aussi, qui est le backup de Mike Conley. Ça m'inquiète un peu parce que DiVincenzo, c'est quand même un mec hyper dynamique. Il y a un peu de pick and pop, mais c'est pas trop ça qui m'inquiète. C'est aussi l'aspect que en poseur d'écran, il peut ensuite rouler au panier, mais pas forcément le alley-oop, évidemment, il n'a pas la taille, mais un peu rouler dans l'entrejeu, et s'il reçoit la balle dans l'entrejeu, c'est un des, si ce n'est le meilleur connecteur de NBA pour moi. Donc il y a un aspect aussi de lecture en mouvement, de création de chaos, de attaquer en sortie de dribble, etc. Donc j'avoue que je serais peut-être un peu inquiet d'avoir en poseur d'écran un DiVincenzo quand ça va cibler Curry, en mode mince, est-ce que ça crée pas un peu trop de décalage, ou est-ce qu'on donne pas la balle, est-ce que ça débloque pas la balle pour un DiVincenzo qui peut un peu trop bien les exploiter? Après, l'autre option, ce serait quoi en fait? Ce serait quoi? C'est évidemment, tu peux pas le mettre sur Anthony Edwards de manière assez logique, sinon tu facilites le travail des Wolves. Je me demande à quel point est-ce qu'on pourrait pas parfois un peu tester du McDaniels, Curry sur McDaniels, avec l'idée de bon, lui c'est peut-être le mec qu'on a le moins peur de lui en termes de peut-être pick and pop, pick and roll ou passing en mouvement, au cas où il y a un short roll à devoir faire des décisions après une extra passe après le pick and roll, après la pose d'écran. C'est peut-être le moins dangereux, on va dire, mais le problème c'est que si tu fais ça, les Wolves peuvent aussi juste dire non, on va pas faire de pick and roll, on va pas cibler Curry sur pick and roll, juste on donne la balle à McDaniels un peu au poste bas ou même en drive. McDaniels n'est pas génialissime, c'est pas un créateur, il a des faiblesses, mais c'est vrai que en fait si c'est un tel mismatch et que en plus le mismatch c'est la star d'en face, je pense que les Wolves peuvent aussi dire on y va quoi, on attaque. Donc à surveiller cette question des match-ups, parce qu'il sera pas évident à planquer pour le coup, parce qu'après le reste c'est que des gros. Tu vas pas le mettre sur Randle, tu vas pas le mettre sur Gobert, tu vas pas le mettre sur Naz Reid ou des mecs comme ça. Peut-être Nickel Alexander-Walker quand il sera sur le terrain, mais bon voilà, est-ce qu'il va avoir un gros minutage Nickel Alexander-Walker? Je ne suis pas sûr. Combien il a joué premier tour, 20 minutes par match. Donc voilà, mais bon, tu peux bricoler, tu peux le mettre un peu partout, grosso modo, mais voilà, la question des match-up, plutôt Conley, plutôt DiVincenzo, plutôt McDaniels, mais McDaniels, il y a aussi un risque au final, même si en tant que poseur d'écran, c'est pas top. Mais de l'autre côté, d'ailleurs, on peut se poser la question aussi des autres match-up, tant qu'on y est. Je pense que Draymond Green devrait être en défense sur Gobert, assez logiquement, si on a un peu les line-up habituels. Après, s'il y a d'autres line-up, on pourra en reparler, notamment Quintet Post ou des mecs comme ça. Mais je pense surtout que Butler, l'intérêt, c'est de l'avoir maintenant, quoi. C'est d'avoir un Butler sur Edwards, où en fait, tu annihiles quasiment d'entrée de jeu, ne serait-ce que par ce match-up, tu neutralises, tu annihiles, tu empêches une certaine partie de l'attaque des Wolves, qui est l'isolation de Edwards. De juste, non, pas d'écran, j'attaque mon mec frontalement. Bon, avec Butler, t'as un premier rideau où déjà tu enlèves cette partie-là. Où je pense que Butler peut bien défendre si Edwards attaque quand même, ou même carrément empêcher ça. Donc voilà, ça c'est quand même assez cool. Et donc ouais, après le reste, c'est un peu
problématique de parler de match-up avec les Warriors parce qu'il y a tellement de configurations différentes, il y a tellement de line-up différents, il y a tellement de joueurs qui jouent également, intérieur et extérieur. Au final, c'est un peu le boxon un peu partout. Et bon, là, on a un peu parlé des pick and roll entre petits ou Anthony Edwards pourrait cibler du Curry. Mais après, il y a aussi la question de quid des pick and roll un peu normaux, un peu avec des gros, on va dire, en poseur d'écran, un gros en poseur d'écran. Et voilà, là, tout est un peu lié, hein, vous avez compris, au niveau de qui est sur le terrain, les line-up, et donc les line-up qui défendent sur qui. Mais bon, globalement, on va dire, je me pose la question de quelle va être la philosophie générale sur Edwards. Comment est-ce qu'on défend les pick and roll où Edwards utilise un gros, on va dire. Bon, après, évidemment, ça peut aussi dépendre de qui est le poseur d'écran, et donc notamment si le poseur d'écran s'appelle Naz Reid et que les Warriors craignent à ce point le pick and pop de Naz Reid, bon bah tu switches et puis c'est fini quoi. Tu t'es même obligé de switcher en craignant le pick and pop pour ne pas l'autoriser. Tu dis au défenseur d'Edwards, bah tu restes sur le pick and pop et ensuite Draymond se charge de prendre la responsabilité de Edwards, et voilà, pas de décalage, pas d'ouverture, nulle part. T'as annihilé le pick and pop. Mais premièrement, je ne suis pas convaincu qu'il y ait cette crainte énorme du pick and pop de Naz Reid ou de Randle, d'ailleurs, mais peut-être que je me trompe. Mais deuxièmement, même plus globalement, donc disais-je en termes de philosophie, est-ce que tu as envie de le laisser venir, de faire un drop? Est-ce que tu as envie de faire des edges? Donc je monte au niveau de l'écran, un soft edge par exemple, je monte au niveau de l'écran mais sans trop d'urgence non plus, à peu près au niveau de l'écran, peut-être un 50 cm plus bas ou un truc comme ça. Je fais une prise à deux, mais en contenant, en laissant venir et en contenant, mais c'est un soft edge, hein, c'est pas non plus à des bandades. Est-ce que tu fais un blitz carrément en te disant, en fait, on va essayer de mettre un maximum de pression sur Edwards. Et en fait, en vérité, de venir un peu le tester. Parce que voilà, il y a plein de possibilités. Il y a plein de possibilités de le tester. Je pense qu'on peut éliminer peut-être de manière assez logique et assez rapidement le drop, l'option du drop, où l'intérieur attendrait très bas par rapport au niveau de l'écran, pour la simple et bonne raison que non seulement il a le pull-up, mais surtout il a la capacité d'accélérer fort, voire très très fort sur drive. Donc si tu attends très bas, tu lui laisses de l'espace pour gagner en momentum, être rapide, explosivité, et une fois qu'il est lancé, il te fonce dessus et lancer franc, ou alors lay-up, etc. Donc ça, drop, on élimine. Par contre, pas sûr du reste en fait. Est-ce qu'on prendrait le pari de faire de la pression maximum? Alors, des traps, c'est-à-dire prise à deux, des blitz aussi, blitz prise à deux, des hard edge, donc je monte très haut pour le gêner et puis je reviens sur mon posant d'écran, un peu comme on a dit pour Curry, mais pour les intérieurs. Ça peut être intéressant vis-à-vis de quid de son passing. Mais est-ce qu'on n'irait pas comme ça un peu tester son passing? Moi, je trouve que, encore une fois, hein, j'insiste, j'en ai parlé toute la saison dans l'hebdo, notre émission d'actu, tactique et actu du lundi matin. Je trouve que les progrès d'Edwards face à des edges relativement soft sont quand même assez admirables. Notamment, hein, voilà, le fameux 2 ou 3 affrontements contre Memphis, où Memphis montait assez haut. Bon, ben, les mecs mettaient pas les shoots autour, mais Edwards faisait les passes. Donc ça marchait très bien. J'ai un peu ces matchs-là qui me restent en tête par rapport à ce passing, mais il y a plein d'autres matchs où on pourrait parler du passing d'Edwards. Donc c'est pas sûr, mais en même temps, c'est pas non plus un passeur d'élite. Et vu le manque de spacing, tu pourrais aussi argumenter en mode, bon, imaginons, les Wolves ont un non-shooter ou 2 sur le terrain en même temps. On parie peut-être sur le fait que si on lui balance une méga pression de type Draymond Green, qui fait à moitié faute ou pas, enfin en tout cas qui est pas sifflé, mais qui, voilà, avec ses longs bras aussi, son physique, son agressivité, agressivité dans le sens capacité à sortir vite, hein, ce truc-là, bah les coups de poing, vous avez compris. Mais vu qu'il n'y a pas de spacing derrière, peut-être qu'on peut tester un peu ce passing, voir si on peut pas provoquer des turnovers, voir si on peut pas tuer dans l'œuf l'action dès l'écran et dès le tiens, on te met la pression, t'es pas capable de trouver la solution, ou même si t'arrives un peu à libérer bon an mal an, bah il y a pas le spacing derrière pour en profiter. Donc il y aura toujours une valve de décompression ou deux en mode bon ben lui on fait pas la rotation sur Gobert, on fait pas la rotation sur un tel ou un tel. Évidemment, j'ai pas les noms en tête de qui est un tel ou un tel, mais vous voyez un peu l'idée quoi. Voire même un Randle qu'on peut laisser côté faible ou des trucs comme ça où tu fais un peu le choix de dire bon, on fait un close out plutôt soft ou voilà, ce genre de raisonnement. Donc blitz, mais ce serait un vrai risque. Je pense que c'est probable ou plutôt possible, mais c'est un risque parce que si Edwards s'en sort, bon bah t'es un peu cramé et t'arrêtes de suite parce que c'est une trop grande prise de risque. Et après l'autre option c'est d'aller tester sur Switch, mais là encore quel serait l'intérêt pour Minnesota de se dire ah bah tiens, en face Draymond il va switcher sur moi, bah tiens, continuons à appeler des écrans avec avec le mec sur lequel Draymond défend quoi. Ça a pas trop de sens, mais
Bon, vu comment Minnesota a déroulé un plan de jeu où en fait ils ont attaqué les petits encore et encore et encore et encore, on sait qu'ils peuvent se passer des pick and roll avec des gros en fait. Donc voilà, il y a plein de bonnes options. Il y a aussi l'option de la zone d'ailleurs, j'en ai pas encore parlé, mais par rapport à Curry, par rapport au pick and roll avec les gros, par rapport à plein de choses, et notamment par rapport au spacing, quid de la zone. On a vu que les Warriors n'ont pas hésité à dégainer des zones toute la saison, depuis toujours, que Steve Kerr, sa créativité tactique, etc. Mais même là, contre les Rockets, notamment le match 7, il aligne une zone qui marche bien. Mais pourquoi ? Parce que les Rockets n'ont pas le spacing pour en sortir. Et donc au final, ça a marché. T'as totalement protégé l'intérieur avec des zones 2-3 ou des zones 1-3-1. On s'en fiche un peu, mais grosso modo, t'avais Draymond sous le panier. Voilà, c'est un peu l'idée. T'avais du monde au milieu. Et puis, t'avais une première ligne aussi qui essayait de faire un peu de balayage. Mais voilà, tu forces la balle à rester à l'extérieur, quoi. Tu empêches les drives, tu empêches les pénétrations plein centre, tu empêches ce côté création de chaos de par la balle qui va plein centre entre les mains d'un dribbleur ou d'un mec qui attaque, etc. Donc la zone est une vraie option pour moi. Et c'est vrai que j'en parle assez peu dans les previews parce que c'est toujours un peu gadget, mais en fait finalement ça le devient de moins en moins. Donc je pense qu'il y a une réelle possibilité que parfois on se retrouve avec de la zone pour donc à la fois tester le spacing ou manque de spacing peut-être des Wolves, et également pour conserver un peu Draymond proche du panier. Ça, c'est aussi un avantage qui a été énorme sur le match 7. On voit des rotations au panier magnifiques, on voit des rebonds aussi. L'apport de Draymond au rebond a été fantastique. Pourquoi ? Parce qu'on l'a laissé proche du panier. Donc, les Rockets n'ont pas pu prendre autant de rebonds qu'ils ont fait sur les matchs d'avant et donc gagner un peu grâce à ces deuxièmes opportunités. Donc voilà. Après, il faut quand même qu'on parle d'un truc. C'est la question du rebond offensif côté Timberwolves. Et pourquoi c'est clé ? Parce que ça peut décider de tout. Vraiment. Il y a plusieurs physionomies de matchs ou de séries qui peuvent exister. Il y a celle où les Wolves insistent beaucoup sur Naz Reid et Randle pour le spacing. Donc ça, c'est une possibilité. Après, il faut tout de même noter que les Wolves sont très bons au rebond offensif et même, ils ont dégainé cette carte magnifiquement contre les Lakers. Pour une raison qui est très simple, c'est que les Lakers étaient en mode petit, avec une raquette qui apportait du spacing, donc Hachimura et Finney Smith plutôt que Jackson Hayes ou ce genre de profil. Mais le fait de jouer petit voulait dire aussi que tu étais fragile sur ce rebond offensif. Et bon, tout le monde a retenu le match 5, fabuleux de Gobert, mais en fait c'est claquette dunk sur claquette dunk sur claquette dunk, de rebond offensif, etc. Mais en fait, il n'y a pas que ce match-là. Je peux vous donner un peu le rang de leur performance au rebond offensif sur toute la série face à, on va dire, 80 ou 85% de small ball, les minutes de small ball en face. Bon, ben en fait, ils font 70e centile, donc mieux que 70% de tous les autres matchs NBA cette saison en termes de pourcentage de rebond offensif. Donc, une perf où ils ont été bien classés, 70e centile, 77, 62 et terminé par 92 et 97 centiles, au niveau du rebond offensif. Donc, il y a cette carte à jouer et qui est d'autant plus importante que en face, les Warriors, ils ont de la profondeur, ils ont plein de joueurs un peu gadgets qui peuvent faire jouer 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. Mais je pense qu'idéalement, le rêve de Golden State, ce serait de rester un peu le plus small ball possible, le plus mobile possible, et de pas trop faire jouer un mec comme Kevin Looney qui va se faire cibler sur pick and roll, évidemment. Donc, le rêve de Golden State, ce serait un peu ça. Mais concrètement, est-ce que tu peux survivre au rebond offensif, à une stratégie de rebond offensif, à des box-out aussi, parce qu'il n'y a pas que le fait d'attaquer à 2 ou à 3, le rebond, c'est pas que l'aspect de stratégique de on attaque le rebond pour punir les Lakers et leur line-up, il y avait aussi une question de juste de 1 contre 1, quoi. Il y avait le match 5, c'est juste Rui Hachimura qui est trop petit pour faire des box-out de qualité, pour bloquer du rebond Rudy Gobert. Donc en fait, il n'y avait même pas besoin de se dire non, mais il faut qu'on attaque à plusieurs et tout, on crée un surnombre, voilà, on crée des 3 contre 3 au rebond. Non, parfois il y avait juste, Gobert est sous le panier, il est trop grand, il est trop long, et Hachimura est pas assez compétent. Donc voilà, il y a cet aspect-là aussi. Et puis pareil, si tu as envie d'avoir Draymond Green en roamer, en safety, en libéro défensif qui va aller partout sur le terrain pour surcharger autour d'Edwards, pour faire une rotation à droite à gauche, il sera peut-être pas toujours en position préférentielle sur le panier et surtout il sera peut-être pas forcément tout le temps sur Rudy Gobert. Donc le box-out, attention, c'est un peu l'idée. Donc la question du rebond offensif pour moi est un peu la clé, notamment parce que ça peut décider et faire basculer d'un côté ou de l'autre en termes de option spacing ou en termes de l'autre côté l'inverse. Non pas les Wolves qui mettent du spacing, Naz Reid et Randle une majorité de minutes parce que tu as besoin d'espace, mais de l'autre côté. Le côté où
les Wolves sont eux-mêmes tellement forts au rebond que en fait, tu as imposé aux Warriors de jouer plus gros. Et bon, Quinton Post, il peut apporter de l'attaque. Donc Quinton Post, t'es pas mécontent de le faire jouer, mais c'est pas franchement un mec si solide que ça en protection de panier. C'est pas un mec si solide que ça en rebond, d'ailleurs. Donc, bon, voilà. Au moins, il est grand, mais ok. Et l'autre côté, c'est Kevon Looney. Or, le truc, c'est que si tu arrives à être à ce point dangereux au rebond et que les Warriors alignent ce type de défenseur, Quinton Post, il peut se faire cibler. Il l'a été par Houston, d'ailleurs. Dès qu'il a été sur le terrain, il a été ciblé. Et les Warriors, en défense d'homme à homme, ils ont un peu tout testé. Un drop, edge, switch, etc. Et ça marchait pas. Et de l'autre côté, Kevon Looney. Kevon Looney, c'est de leur embarre pour Edwards. Kevon Looney sur le terrain, c'est bingo. C'est bingo parce que Edwards va l'attaquer. Kevon Looney préfère rester en drop, en retrait par rapport au niveau de l'écran, mais bah, du coup, il va se faire déborder par l'explosivité d'Edwards. Ou alors, si Kevon Looney monte haut sur les écrans, il n'est pas hyper mobile, et je pense qu'Edwards peut passer par-dessus plus facilement, parce que Kevon Looney, c'est pas non plus un obstacle à la Anthony Davis. Enfin voilà, c'est du bonus. Donc vraiment, il faudra suivre le début de série parce que ça pourra un peu dicter ça. Et même plus globalement, plus que le début de série, le rebond pourrait aussi dicter quel line-up va jouer d'un côté et de l'autre. Donc, qui va gagner un peu cette bataille-là. La zone, on en a parlé, donc je refais pas un topo là-dessus. Et bon, plus globalement aussi, la différence de Golden State avec les Lakers, pour le coup, même si, encore une fois, je m'étais planté, j'avais parié sur les Lakers parce que je m'étais sans doute, peut-être ou sans doute d'ailleurs, fait avoir par certaines perfs défensives de la saison. Mais bref, la différence, c'est que les Warriors, déjà, ils sont meilleurs depuis plus longtemps. Et même, voilà, c'est pas que des flashs. Un match à Denver, un match à OKC, un match ici, un match là. C'est une équipe qui est beaucoup plus régulière défensivement, premièrement, donc plus armée, on peut dire. C'est aussi une équipe qui, en termes de balai off-ball, est bien meilleure. Les Lakers, c'était un peu ça, peut-être le mirage, ou en tout cas la différence saison régulière pour moi et playoff. On avait une équipe qui, en saison, avait des joueurs qui bougeaient beaucoup. Luka Doncic, qui a jamais été aussi bon quasiment sur les rotations off-ball. LeBron James aussi, qui faisait des rotations, qui tournait partout sur Twitter, et que même Reddick était au point de dire ouais, il est all defense, etc. La différence, c'est qu'en playoff, on a vu que mince, ça fatiguait, quoi, et qu'on n'avait pas ces rotations à aussi haut niveau, avec aussi grande intensité. Donc la défense off-ball des Lakers en playoff a été pas bonne. A vraiment été pas bonne, vraiment décevante. Or, les Warriors, j'ai pas de souci là-dessus, sur cet aspect de rotation. Il y a aussi l'aspect de créativité tactique. Pardon pour JJ Reddick, mais je pense que Steve Kerr, en soi, le coach, est plus créatif, ose plus de choses, et en plus, il a plus de matos également. Là où Reddick était un peu coincé par mince, il nous faut du shoot, donc il nous faut que ce line-up, donc j'ai des options limitées en termes de bricolage défensif. Steve Kerr, non. Steve Kerr, non seulement le mec ose faire plein de choses, il ose faire jouer n'importe qui, n'importe quand, les statuts, il s'en fout. Et en plus, même, voilà, le fait d'avoir plus d'outils fait que il y a plus de créativité tactique défensive, en tout cas pour proposer des choses différentes quand ça marche pas. Il y a là aussi la question du playmaking défensif, on y reviendra, mais les Warriors sont bien meilleurs que les Lakers sur le playmaking défensif, donc créer des turnovers adverses. Et puis, il y a un aspect aussi qui est, bon, au-delà de la profondeur, le nombre de joueurs qui peuvent jouer pour les Warriors est plus grand que pour les Lakers, mais il y a aussi un aspect qui est très simple, le nombre de maillons faibles. Et en l'occurrence, les Warriors, ils ont, on va dire, sans doute la possibilité de jouer avec moins de maillons faibles que les Lakers. Bon, vous allez me dire, oui, non mais attends. Il y a Curry, ça fait 1, peut-être Podziemski, ça fait 2, on-ball, il peut se faire cibler, peut-être Buddy Hield, ça fait 3, Moses Moody, on aime bien en 3&D, mais est-ce qu'il est assez costaud pour un Anthony Edwards, etc. Ça fait 4. D'accord, mais la différence, c'est que là, hormis Curry, en fait, c'est des joueurs dont tu peux te passer en un sens, ou même parfois quasi totalement. Ou alors, juste, tu vas réduire leur temps de jeu et donc réduire l'aspect maillon faible exposé. Le problème des Lakers, c'est que les maillons faibles, c'était des joueurs majeurs offensivement. Donc en fait, tu n'as pas pu aborder la série en mode mince, Austin Reeves se fait cibler, bon allez, tu dégages, tu joues pas du tout, on fait jouer Gabe Vincent à la place. Non, ça c'était pas possible, parce qu'il y avait un rendement offensif, il y avait un impératif offensif, c'était des joueurs majeurs pour l'attaque, donc tu étais obligé de les faire jouer, mais donc tu étais coincé par ça. Là, Warriors, ok, il y a Curry, mais par exemple, Buddy Hield, il peut retourner, il peut redevenir un joueur gadget. En mode, tiens, va sur le terrain, si ça passe, tant mieux, si t'es pas trop ciblé, tant mieux, si t'es ciblé, hop, on te sort, et puis on n'en parle même plus, quoi.
Podziemski, je pense que c'est un peu pareil. On a vu, hein, le rôle et les statuts sont très très libres dans cette équipe des Warriors. Parfois il est titulaire, parfois il est remplaçant, parfois il joue 15 minutes, etc. Moses Moody, c'est pareil d'ailleurs, un peu comme Podziemski, on sait pas qui est titulaire, on sait pas qui est remplaçant, on sait rien en fait, hein, ça alterne. Et même plus que ça, on peut parfois, s'il y a besoin, en termes de profondeur d'effectif, bon, est-ce qu'on pourrait pas ressortir un Kuminga? Moi je suis pas hyper fan de sa défense, mais on va dire que, imaginons un scénario optimiste, avoir la défense on-ball d'un Kuminga face à Edwards, ça peut être cool. Mais après, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr. C'est pas parfait. C'est ok. Il a le look. Hein, il a le look. Il est grand. Il est athlétique. Il a des longs bras. On peut se dire waouh, c'est le défenseur parfait. Bon, dans sa manière de jouer, non. Parfois, il peut se faire battre. Il n'a pas été bon quand il est rentré contre les Rockets, par exemple. Assez rarement, il a été. Mais on peut imaginer, et on l'a déjà vu bon, hein, l'an dernier, des parties de saison 2024, cette année, par moment. Disons que ça peut être aussi, peut-être pas un point de bascule, mais ça peut être un sacré atout, si tu peux aligner un Kuminga. Je ne sais pas quel est un peu l'état de santé de notre ami Gary Payton, qui n'a pas joué le match 7, mais pareil, Gary Payton, si tu peux le faire jouer, c'est très cool. Un défenseur d'élite, s'il en est. Donc voilà, l'aspect profondeur, l'aspect créativité aussi, où tu peux faire de la zone 2-3, zone 1-3-1, tu peux alterner les line-up, gros, pas gros, Quinton post ou pas, Butler poste 2, poste 4, donc les très très grands line-up ou très très petits, etc. Il y a pas mal d'atouts. Donc au moins, on n'est pas sûr que chaque alternative peut marcher, mais au moins il existe des alternatives et je sais que Steve Kerr pourra s'en servir. Donc voilà. Et puis l'autre aspect, c'est le playmaking défensif. Je pense qu'il y aura une bataille de ce côté-là à une échelle un peu macro et même tactique en fait, hein, juste réduire l'espace, créer des turnovers. Donc voilà, playmaking défensif, c'est créer des turnovers. Et en plus, là où le fit est pas bon pour Minnesota, c'est que bon, ben en fait, eux ils perdent pas mal de ballons. En tout cas, ils ont cette tendance à parfois perdre des ballons. Je crois que... Attendez, je vais vérifier quand même. J'ai oublié de le noter. Mais je crois que sur la série du premier tour, ça n'a pas trop été le cas. Voyons voir. Non, ils étaient quand même pas mal. Ils étaient pas mal contre les Lakers. Des performances qui étaient toutes au-dessus de la moyenne quasiment. Ou alors une qui était dans le 40e centile. Mais voilà, ils n'ont pas perdu beaucoup de ballons. Donc ça, c'est cool. Mais aussi parce que... Bon, ben voilà, les Lakers, ils savent pas créer des turnovers. Mais les Lakers, c'est pas du tout activité. C'est pas du tout playmaking défensif, etc. Donc... Au final, cette faiblesse des Wolves qui n'est pas trop apparue au premier tour, quid du deuxième? Quid du deuxième tour si tu as affaire à des schémas proactifs, agressifs de Golden State, premièrement, l'aspect schématique, mais même l'aspect individuel. Combien de fois j'ai déjà dit sur le Basket Lab que pour moi, peut-être Butler est un génie défensif de ce point de vue-là, avec une capacité d'anticipation où les meilleurs de NBA, ils anticipent 2 secondes avant. Lui, t'as l'impression qu'il anticipe 8 secondes avant, quoi. Il anticipe ce que va faire le porteur de balle. Et donc, magnifique sur la ligne de passe. Donc voilà, t'as aussi des individualités qui sont fantastiques. Butler, également Draymond. Bon, s'il est seulement besoin de le préciser, hein, Draymond qu'on n'aime pas, qui est pénible, qui met des coups de pied, qui met des coups de poing, il s'en sort en plus. Mais voilà, c'est vrai que, bon, dans les faits, en tout cas, le joueur est fort. On n'est pas obligé de l'aimer. On peut même le détester, mais le joueur est fort, et notamment sur ça, sur le playmaking défensif, création de turnover. Donc à surveiller. À surveiller. Spacing, premièrement, mais aussi rebond offensif. Ça peut être un moyen à surveiller, mais un moyen pour les Wolves de regagner un peu l'ascendant via imposer des line-up à l'autre. Et à surveiller également le playmaking défensif. Quid de ça, parce que si les Wolves perdent beaucoup de ballons, si les Wolves se font avoir par les Rockets et perdent beaucoup de ballons, il y a aussi un contre-coup de la transition, du jeu de contre-attaque. Et là-dessus, les Warriors pourraient gratter pas mal de points, sachant que la défense des Wolves peut être pas mal du tout. Donc si tu arrives en tant que Golden State à gratter des points en contre-attaque, c'est génial, c'est bonus, et c'est peut-être même le truc qui pourrait te faire passer au tour suivant, puisque ça pourrait te faire gagner 2-3 matchs dans la série. Et puis dernier point, bon, je vais pas développer non plus, mais on en a déjà parlé assez souvent, mais pour le coup, j'ai parlé beaucoup de l'attaque via Edwards. La deuxième source d'attaque, c'est évidemment Randle. Randle s'est un peu fait plaisir, hein, sur le match-up d'avant, parce que il y avait le choix. Soit t'allais attaquer du Doncic, que parfois on mettait en match principal, match 5 d'ailleurs, je crois, et donc bon, j'attaque Doncic en 1 contre 1, ok. Soit sinon il attaquait LeBron, qui avait un peu les jambes un peu lourdes, on va dire, et il y a des fois en attaquant LeBron depuis le poste haut, la tête de raquette ou le périmètre, il arrivait à le dépasser et aller au panier, ok. Et puis il s'est également fait plaisir, parce que il y a des maillons faibles, il y a des petits aux Lakers, donc switch, hop, je m'installe au poste bas contre un switch-all. En plus, hein, les Lakers font un switch-all, donc c'est pas si difficile que ça d'obtenir Austin Reeves qui défend, par exemple, Randle. Voilà, poste bas, c'est parfait, on score face au mismatch,
ou alors en kick-out quand ça fait une prise à 2, et donc le kick-out donne un 3 points ouvert, un catch and shoot, un cut, etc. Donc voilà, c'était la série parfaite sur le match-up d'avant. Là, je pense que ça va être un peu moins parfait, un peu moins idéal, il y a moins de cibles, on va dire, mais il y en a quand même. Il y en a quand même. J'ai parlé de Edwards qui pourrait punir des Buddy Hield, des Podziemski ou des mecs comme ça. Bon, bah, je pense que c'est pareil pour Randle. Après, la différence, c'est aussi que les Lakers, c'est un mode switch all, vraiment automatique pour non, aucun décalage, on switch tout et ensuite on protège. Ça avait plutôt bien marché en saison régulière, ça n'a pas marché en playoff. Par contre, c'est vrai que là, j'imagine très bien les Warriors batailler beaucoup plus. Même batailler beaucoup plus. Ne pas donner le switch aussi facilement à Randle, ne pas donner un Podziemski facilement, ne pas donner un Curry, ne pas donner un Buddy Hield. Donc, des edge and recover ou des trucs comme ça. Ou même carrément basculer en zone. On peut aussi penser ça. Le fait que, tiens, pour empêcher un Randle qui veut attaquer au poste bas ou qui veut attaquer en tête de raquette ou qui veut cibler un mismatch, on se met en zone et comme ça, on bloque le panier, quoi. Donc, c'est également une possibilité. Donc voilà, c'est à garder en tête, encore une fois, je vais pas le développer, on verra qu'est-ce qui va se passer avec concrètement, mais je pense que ce sera une source d'attaque, à mon avis, de manière assez claire, mais peut-être un peu moins que la série d'avant, tout ce qui est isolation et pliant les mismatchs. En revanche, je l'attends un peu plus et j'ai hâte de voir est-ce qu'on pourrait pas l'impliquer plus sur des pick and roll et notamment des pick and roll entre gros. Pick and roll 45 ou 54, poste 4, poste 5, le sens que vous voulez, mais voilà, le secteur intérieur des Warriors, il y a cette donnée de qui va jouer. Est-ce que c'est Kevin Looney qui va jouer? Est-ce que c'est Quinton Post? Est-ce que c'est des petits, genre Butler en poste 4, entre guillemets poste 4? Voilà, je pense qu'il y a une configuration où finalement les pick and roll de Randle avec Gobert ou avec Naz Reid, ça peut être vachement intéressant parce que, d'accord, t'as Draymond Green qui traîne par là, t'as peut-être Butler qui traîne par là, mais bon, quand la raquette c'est les deux ensemble, ça va switcher, donc tu vas pas faire ça, mais il y a d'autres moments où il y aura Quinton Post, je pense. Il y a d'autres moments où il y aura peut-être Kevin Looney pour le rebond ou pour d'autres choses. Donc, je m'attends à du mismatch hunting pour la chasse au mismatch, pardon, en français, pour Randle, mais pourquoi pas aussi tester un peu plus les pick and roll de gros parce que le secteur intérieur, c'est pas la force des Warriors défensivement, donc il y a des trucs à gratter de ce côté-là également. Et donc, passons maintenant peut-être un peu plus rapidement sur l'attaque des Warriors contre la défense des Timberwolves. Là, c'est vrai qu'on a un peu un clash entre une défense d'élite, une défense au-delà de l'aspect élite, qui est également très polyvalente. Toute la différence entre les défenses de Rudy Gobert aux Wolves versus au Jazz, évidemment. Donc, très polyvalente, et qui va affronter une attaque qui est relativement atypique. Voilà, on ne doit pas affronter un porteur de balle. On n'est pas à configuration playoff 2024 contre Luka Doncic et ses belles menaces de alley-oop et ses shooters qui étaient idéales. Non, on n'est pas là-dessus. On est sur l'attaque des Warriors. Qui est un peu moins atypique maintenant qu'il y a Butler. Donc Butler apporte aussi cet élément d'attaque plus frontale, plus directe, même si pour l'instant on l'a vu qu'en volume assez réduit, malheureusement. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a un peu cet aspect de l'attaque des Warriors qu'il faut savoir, il faut la dompter, il faut savoir la freiner. Et tout le monde ne peut pas le faire. En l'occurrence, moi, je trouve que le match-up est hyper intéressant parce que, précisément, les Wolves font partie de ces équipes qui non seulement ont le personnel pour, mais en plus, qui ont déjà montré qu'ils peuvent le faire. Ça fait 2 saisons que les Warriors versus Wolves, pour moi, sont passionnants parce qu'on voit des trucs en termes de créativité tactique, défensive et de fit par rapport aux Warriors, qui est pas mal. Et que non pas toutes les défenses, des défenses beaucoup plus rigides ou des défenses moins bonnes, évidemment, peuvent se faire un peu avoir par les Warriors. En l'occurrence, là, Golden State sort d'un premier tour contre une défense, je vais pas dire similaire, mais également très très bien armée. Bon, il n'y a pas le même protecteur de panier, il n'y a pas un Gobert, mais il y avait un peu ce côté également escouade d'élite, de défense off-ball, multiplicité de premier rideau face à Curry ou face à Butler, voilà, profondeur énorme, etc. Playmaking défensif également, côté Rockets. Là, on a peut-être une escouade d'ailier un peu moins terrifiante que Houston, mais parce que Houston sont les premiers de NBA, d'accord? Mais on a un meilleur atout avec le pivot protecteur de panier. Et ça, c'est vrai que c'est un enseignement des affrontements qu'on a depuis 2 ans, Minnesota-Golden State, c'est que souvent, Gobert est placé sur Draymond Green. Et pourquoi? Pour jouer ce rôle du libéro, du roamer. Si ça vous intéresse d'aller voir, soit sur la chaîne YouTube, soit sur Twitter, je l'ai reposté, mais avec Azad, c'est une des premières hebdos qu'on avait fait il y a 2 ans. On avait décrit ça. Il y avait un match entre les deux équipes. On avait décrit parfaitement un peu ces schémas un peu atypiques. J'en ai fait une vidéo ensuite pour illustrer.
Mais il y a ce côté où en fait Gobert n'hésite pas à faire le libéraux. C'est-à-dire, on te place sur Draymond Green qui n'a pas de shoot, évidemment. Mais de toute façon, qu'il ait un shoot ou pas, qu'il les prenne ou pas, tu l'abandonnes, tu t'en fiches et tu joues au libéraux défensif. Tu joues au mec qui rôde autour du panier, qui bouche l'espace, qui s'en fiche de Draymond dans le périmètre. Et ça, c'est énorme. C'est énorme. Pourquoi ? Parce que face à une attaque des Warriors qui déroule bien ses schémas de jeu, des pick and roll entre petits, des pick and roll entre gros, des cuts partout, je caricature un peu, mais voilà, qui a cette capacité à créer des choses, et donc qui désormais a aussi l'option de Butler qui peut attaquer le panier, et qui va attaquer le panier, bon, bah, face à ça, face au cut, allez, généralisons, face au cut des shooters ou de Curry, et face au drive de Butler, bon, bah, c'est très cool d'avoir un Gobert en deuxième rideau. C'est quand même très très cool. Ça peut soit les empêcher, soit les effacer, les tirs qui sont pris dans cette zone. C'est génial. Donc là-dessus, je pense que ça va être un peu une bataille. On va pas non plus développer encore une fois parce qu'il y a tellement d'options côté Warriors que c'est compliqué de faire une preview par rapport à qui va jouer, qui va pas jouer. Donc je vais pas détailler toutes les options tellement il y en a. Mais globalement, on va dire que, à mon avis, il va y avoir une guerre à suivre, une guerre importante de qui va gagner la bataille du libéraux. Est-ce que les Warriors vont le laisser opérer en libéraux, en roamer, en safety, donc ce mec en bonus au panier? Est-ce que Steve Kerr va réussir à jouer avec la line-up et par exemple si aligner du Quinton Post pour essayer de mettre un pivot shooter, mais même si on met un pivot shooter, mais pourquoi est-ce que on mettrait forcément Gobert là-dessus? Bah non, tu peux rester aussi sur Draymond, même s'il y a un pivot shooter à côté, et surtout que le pivot shooter peut être défendu par McDaniels, par Randle, par Naz Reid, etc. Donc je pense qu'il y a une vraie bataille ici, de ce point de vue-là. À quel point aussi, deuxièmement, pour contrer ça, on pourrait pas tenter de pas le laisser en deuxième rideau libre, de l'impliquer sur l'action, de le mettre sur les écrans. Or, on arrive au point le plus fascinant pour moi, et souvenez-vous, encore une fois, on avait parlé avec Azad et j'en avais fait une vidéo, mais vous pouvez aller la revoir si vous voulez pour voir concrètement. Le point le plus fascinant, c'est que les Wolves sont une des rares équipes à tenter du drop face à Stephen Curry. C'est-à-dire de rester en retrait par rapport au niveau de l'écran. Une des rares à le tenter, et à mon avis, à mon humble avis, la seule ou une des seules à y être arrivée à ce point bien. Vous me direz, c'était que des matchs de saison régulière. D'accord, on est d'accord. Mais tout de même, il faut quand même le dire. Pourquoi est-ce que je parle de ça? C'est que, bon, il y a ce truc de, vous le savez, dans l'évolution du pick and roll, on a commencé à faire des drops pour protéger le panier quand il y avait du spacing, mais ensuite, le pull-up à 3 points est apparu, et le pull-up à 3 points, c'est quoi? C'est, je prends le tir, le pull-up très haut pour te punir d'être très bas. Donc, pull-up à 3 points, antidote, contre-move au drop s'il en est. Et donc, personne n'avait jamais osé faire de drop face à Curry parce que c'est laisser trop d'espace et c'est lui laisser ce tir qu'il adore. Donc, ça paraît contre-intuitif. Il y a des équipes qui ont testé. Il y a des équipes, notamment Boston de Udoka à l'époque en finale, ils l'ont fait, mais ils l'ont fait pourquoi? Eux, c'était plutôt une réflexion philosophique de si on reste en drop, et ça veut dire qu'on monte pas sur l'écran, ça veut dire qu'on limite la création de chaos. Mais on savait que, grosso modo, qu'on allait un peu concéder des tirs à 3 points. Mais voilà, là, avec les Wolves, le truc c'est que il y a quand même un mec qui s'appelle Jaden McDaniels. Et que je pense que c'est le meilleur mec que j'ai vu opérer sur Curry dans cette configuration. Alors peut-être mieux d'ailleurs que Derrick White, finale 2022, ou que des mecs comme ça, où voilà, traverser les écrans, c'était pas à ce point élite côté Boston en 2022, sur le drop que faisait Al Horford. Là, les images qu'on a et les matchs qu'on a et les exemples qu'on a, c'est que Gobert peut se permettre de rester en drop. Pourquoi? Parce que, en fait, McDaniels est un pot de colle phénoménal. Et donc, en fait, logiquement, tu te dis, bon, Curry en sortie d'écran, il y a de la place. Si Gobert est en bas, Curry peut dégainer de 3 points. Oui, on peut se le dire. Après, dans la réalité des faits, il n'est pas ouvert. Parce que il y a le mec derrière qui a traversé l'écran, qui est resté attaché à travers l'écran, et qui le gêne, quoi. Donc, soit il reste accroché, il conteste par derrière, soit même il empêche de prendre le tir. Enfin, il y a ce côté pot de colle. Donc, ça me fascine pas mal de voir le challenge, de voir en playoff maintenant. En playoff, est-ce que cette opération, cette expérience peut se réitérer, se renouveler, en ce sens que, point clé, si Minnesota est capable de faire un drop, ça limite quand même beaucoup de dégâts. Et ça permet ça soulage. Certes, on va prendre parfois 2-3 pull-ups, mais si on a un McDaniels efficace là-dessus, ça peut être cool. Après, il y a d'autres options. On peut aussi imaginer faire un drop et faire intervenir un 3e défenseur dans l'action, notamment sur ce côté stunt. C'est-à-dire, d'ailleurs, c'est ce qu'ont fait les Rockets en 2e partie de série.
c'est de dire, bon, quand on faisait monter sur les sorties d'écran, quand on faisait monter Adams ou Sengun, bon, ben, le poseur d'écran, il filait au panier, tout seul, parce que le big montait. Donc, le poseur d'écran peut plonger dans le dos. Donc, ce qu'ils ont fait, les Rockets, en deuxième partie de série, c'est non, attends. Steven Adams, tu restes bas. Sengun, tu restes bas sur les sorties d'écran, sur les pick and roll de Curry. Par contre, on fait intervenir un troisième défenseur, genre Dylan Brooks, genre, je sais pas moi, Van Vliet ou autre. Et c'est lui qui va abandonner un shooter pour s'interposer, pour se mettre devant Curry sur la sortie d'écran ou sur le pick and roll. Voilà, c'est une stratégie classique qui a la conséquence de créer une ouverture, parce que Curry peut faire la passe au mec qui a été abandonné, forcément. Mais bon, le mec qui a été abandonné, a priori, vu qu'il n'existe qu'un seul Stephen Curry pour l'instant dans l'histoire de l'humanité, a priori, c'est plus rentable. Donc, à voir aussi à quel point on peut bricoler par rapport à ça, et soit juste McDaniels ou Alexander Walker qui sont assez bons pour rester accrochés, et donc bingo, soit sinon, faire intervenir des troisième hommes, parce que il y a des bons shooters côté Warriors, il n'y a pas un shooter de niveau de Curry, il n'y a peut-être pas que des bons shooters non plus. Si les Warriors alignent des line-up défensifs, bon ben voilà, tu abandonnes un mec que tu es content d'abandonner. Si les Warriors au contraire mettent un Buddy Hield pour ça, à une passe près, ok, tu concèdes ça, mais sauf que derrière, Buddy Hield il va souffrir parce qu'il va se faire cibler par Edwards. Donc intéressant cette bataille, et j'en parle d'autant plus parce que si de l'autre côté ça marche pas, si tu es obligé de sortir sur les écrans, là c'est vrai que ça peut être un problème. Là ça peut déverrouiller l'aspect de, vu que Gobert va être majorité du temps sur Draymond pour jouer aux libéraux, bon, ça veut dire que c'est Gobert qui va monter sur l'écran. Et si tu montes sur l'écran et que le poseur d'écran c'est Draymond, on tombe typiquement dans exactement ce que veulent les Warriors, c'est-à-dire prise à deux sur Curry trio qui libère, et en plus le poseur d'écran, c'est pas Podziemski, c'est pas Quinton Post, c'est pas Petit Bonhomme, c'est pas Zizou, c'est Draymond Green. Et donc gérer le surnombre, il sait le faire, c'est même un des meilleurs qu'on ait jamais eu là-dessus, sur ce côté, voilà, le duo parfait. Le duo parfait. Donc de l'autre côté, j'ai parlé côté Minnesota, mais côté Warriors, si on arrive à générer ces edges, ça peut être cool. Après, bon, je veux pas non plus faire trop long sur le pick and roll, parce que le pick and roll, finalement, peut être une partie mineure de l'attaque des Warriors. Donc à chaque fois, on y passe du temps, mais on a vu qu'il y a des matchs, en fait, ils s'en servent quasiment pas, ou pas trop. Il y a aussi l'option, forcément, qu'on a vu beaucoup en début de série contre les Rockets, c'est les post-up split. Les splits du post-up. Donc, tu donnes la balle au poste bas à Draymond Green et tu fais des splits, tu fais des cuts en tête de raquette pour un mec qui ressort à 3 points, un mec qui ressort à 3 points de l'autre côté, un mec qui cut au panier, l'écran glissé, etc. Voilà, tu mets le ballon proche du panier, un passeur et une action à 1 mètre ou 2, et voilà. Sauf que là-dessus, ils ont un peu arrêté de le faire, ils l'ont fait de moins en moins au fur et à mesure de la série. Pourquoi ? Parce que les Rockets, ils étaient géniaux, quoi. Ils étaient géniaux pour juste, tu switches. Parce que qui était le personnel sur le terrain ? Amen Thompson, Tari Eason, Fred VanVleet, Dylan Brooks, que des mecs comme ça. Donc, en fait, au final, les mecs switchaient et t'avais un mismatch nulle part. Donc, non seulement le cut était couvert, non seulement le 3 points était couvert, mais en plus, t'avais même pas un mismatch à l'arrivée, quoi. Parce que, ok, tu veux peut-être, je sais pas moi, Amen Thompson sur Curry, si il ressort à 3 points, qu'il y a un switch et qu'il se retrouve avec Dylan Brooks, bon, c'était pas grave, quoi. Donc il y a ça, et j'en parle parce que pour le coup c'est pareil côté Wolves. Je pense qu'il y a un personnel défensif d'une telle densité qu'on a un peu la même chose, et que sur les splits du post-up on peut avoir pareil, c'est-à-dire DiVincenzo, c'est-à-dire McDaniels, Nickel Alexander Walker, même Anthony Edwards ou des mecs comme ça. A priori ça peut switcher sans trop de problème. Le seul truc intéressant serait de voir si on peut pas faire des splits avec, en poseur d'écran, Quinton Post, qui a été le truc qui a le mieux marché contre les Rockets. Parce qu'en fait, tu assembles deux shooters. Tu assembles Quinton Post et Curry. Donc, les deux peuvent popper à 3 points, alors que si c'est, je sais pas moi, si c'est un Podziemski, si c'est un Gary Payton, bon, tu sais, Gary Payton, il peut pas popper à 3 points. Il peut juste rouler au panier. Donc, voilà, Quinton Post et Curry, c'est bien. Et en plus, Quinton Post, a priori, est défendu par un pivot. Donc, en plus, sur les splits, tu impliques non pas une escouade de défenseurs d'aile qui peuvent tout switcher, tu impliqué Alperen Sengun par exemple, qui hésitait à monter ou qui était en retard pour monter. Donc voilà, cette création de décalage peut aussi venir de là. Mais bon, bref, il y a plein de manières d'opérer au final pour cette attaque. C'est tellement varié, c'est tellement bon. Et sur l'isolation aussi de Butler, je me demande à quel point est-ce qu'on va arriver, à quel point on va se reposer dessus. Pardon, plutôt. Imaginons une série où bon, Curry, il y a un match ou deux peut-être où il va faire comme le match 7, là, il va mettre ses isolations, un peu des tirs absurdes, ok. Il y a des matchs, il va faire de la motion offense, ça va marcher, d'autres ça va pas marcher. Est-ce qu'on peut, combien de matchs on peut avoir de Butler à haut volume ? Parce que vraiment,
cette défense des Wolves, elle est tout aussi armée, pour moi, que celle des Rockets pour stopper les mouvements des Warriors. Et d'ailleurs, je ne l'ai même pas dit, mais on en a parlé petit à petit tout au long de la série. Il y a un aspect de série défensive. Voilà, je ne l'ai pas explicité, excusez-moi, je peux retrouver les stats si vous voulez. Mais regardons voir. Hop. Ouais, voilà, sur la série, au final, les Warriors, qui sont une bonne attaque, hein, pour le coup, ils ont quoi? Ils ont 1, 2, allez, 3. Si on est gentil, on dit 3. Ils ont 3 bonnes perfs offensives sur 7. Et la troisième, on va dire c'est le match 7, mais bon, quand je dis bonne, c'est un peu au-dessus de la moyenne. Mais de excellentes perfs offensives, c'était le match 1, 2, 3, 4. C'était le match 4. Voilà, c'était la seule grosse perf offensive, alors que, de base, c'est une bonne attaque. Donc, faut aussi voir ça. Certes, les Warriors sont passés, mais ils ont quand même beaucoup été freinés, pour le coup. Donc, je pense que Minnesota peut faire pareil, et donc c'est aussi là-dessus où on en revient aussi à Butler. Par rapport à ça, et par rapport au fait de pouvoir attaquer de manière un peu différente, un peu plus frontalement, un peu un post-up. D'ailleurs, ça peut être intéressant, ça. Qui est-ce qu'on met sur Butler? Est-ce que c'est Edwards qui va être sur Butler? Bon, ben pareil, si tu peux un peu aller le titiller, un peu aller l'embêter, provoquer des fautes et autres, bah, ça peut être cool. Il y a aussi un aspect où les Wolves sont évidemment très bons pour défendre le panier. En termes de fréquence, pas tant que ça, ils sont 16e cette année, alors que l'an passé c'était top 10, mais surtout en termes d'efficacité au panier, ils sont 3e meilleure efficacité au panier autorisée de NBA. Donc, élite. Là-dessus, bataille. Bataille aussi, point clé de quid entre Butler et son slashing et ses lancers francs versus la défense des Wolves qui, généralement, défend bien le panier et défend sans faire de faute. Là, il y a un clash à surveiller en mode qui va un peu réussir à remporter cet aspect-là. Donc voilà pour l'aspect Butler. Et puis, avant de se quitter, peut-être juste 2 mots, mais voilà. Également, on a parlé du pick and roll, on a parlé de la motion offense, des sorties d'écran, des splits, du post-up, de Butler. Évidemment, il y a un aspect qui est logique dans toute série de playoffs, vous le savez, c'est cibler le maillon faible. Cibler les maillons faibles, d'ailleurs, il peut y en avoir plusieurs. Le truc, c'est que Curry, à part des pick and roll avec Draymond, il peut aussi faire des pick and roll avec des petits. Il peut aussi chercher l'isolation. C'est une manière de faire qui a été réalisée d'ailleurs sur la série contre les Rockets. L'isolation, quand le mouvement marchait pas, quand les cuts marchaient pas, quand les écrans marchaient pas, bon, juste vas-y, attaque Van Vliet, pull-up à 3 points d'isolation, ça marchait, donc c'était cool. Mais voilà, là, la problématique en tout cas, c'est qui est-ce que tu peux attaquer côté Wolves et à quel point est-ce que ça peut marcher. Puisque, on l'a déjà dit peut-être, mais je pense que les Wolves peuvent également évoluer avec quasiment aucun maillon faible. C'est un peu la force de cette équipe. C'est-à-dire que Mike Conley, il est très utile pour notamment faire des 3 points, jouer en connecteur désormais, plus la création balle en main, en tout cas pas contrôler le switch des Lakers, mais voilà, c'était du shoot, catch and shoot, spacing, pick and pop, connecteur, je prends la balle, je fais l'extra pass, etc. Il est utile, mais il est plus aussi important dans l'aspect de création offensive des Wolves. Donc en fait, il est plus aussi indispensable. Et donc, à la place, et d'ailleurs il avait gagné sa place de titulaire cette saison, DiVincenzo qui peut le remplacer, qui peut être titulaire, qui peut jouer 30 minutes par match en playoff, il n'y a pas de souci. Donc je peux vous énumérer la rotation qui pourrait être celle des Wolves. Edwards, Gobert, Randle, McDaniels, Naz Reid, DiVincenzo, Nickel Alexander-Walker. Après, il y a les jeunes un peu, Terrence Shannon et Jalen Clark, eux, ils se feraient cibler, mais vous voyez que ça fait quand même 7 noms potentiellement pas ciblés. Et peut-être, allez, 15 minutes de Mike Conley. Donc ça, c'est aussi un atout formidable pour les Lakers, pour les Wolves. Pourquoi je pense aux Lakers? Parce qu'on en avait parlé pour la série d'avant. En mode, l'an passé, 2024, ils se font étrier par Doncic parce qu'il y a 2 changements majeurs. Il y a Kat qui est fragile, qui peut pas switcher, et il y a Conley qui était plus important pour l'attaque à l'époque, qui était moins vieux, qui était plus de place, plus de volume. Donc tu jouais côté Wolves la finale de conférence 2024 contre Doncic avec 2 maillons faibles et 2 mecs qui pouvaient pas faire un switch all. Là, on l'avait dit en preview, ça s'est confirmé. Les Wolves ont pu faire un switch all un peu plus libre, même beaucoup plus de switch all d'écran, de changement sur les écrans, parce que tu n'avais pas besoin de protéger un Mike Conley, tu n'avais pas besoin de faire un edge and recover pour un Karl Anthony Towns non plus. Donc voilà, ça c'est aussi l'aspect important dans cette série, c'est le peu de maillons faibles que les Wolves peuvent offrir aux Warriors pour être punis. Et puis, donc, pour terminer, 2 points peut-être macroscopiques plutôt que micro et tactiques, mais des éléments un peu macro à surveiller. Bataille du rebond offensif, premièrement, et turnover. Pourquoi je parle de ça? C'est que les Warriors, c'est peut-être un peu étonnant pour vous, les Warriors sont très bons au rebond offensif. Notamment parce que
il y a des consignes collectives d'y aller à beaucoup. Il y a aussi des joueurs qui sont très bons sur le rebond offensif, mais il y a aussi l'aspect de parfois notre ami Steve Kerr l'utilise un peu en carte à jouer. C'est pas nécessairement genre, je sais pas moi, des équipes comme les Rockets qui vont tout le temps, ils ont le personnel pour ça, etc. Avec Steve Kerr et les Warriors, il y a aussi parfois ce truc de, enfin historiquement, hein, pas que cette saison je veux dire, mais historiquement parfois on a des équipes qui sont pas top au rebond, et puis d'un coup on fait rentrer Kevin Looney, et puis d'un coup on fait rentrer à l'époque Maurice Pate ou des mecs comme ça, et hop, on attaque le rebond. Mais bref, je parle de ça parce que donc les Warriors ont des atouts au rebond offensif, ils y vont eux-mêmes beaucoup, hein, même sans parler de Kevin Looney qui potentiellement peut ne pas jouer beaucoup à cause de la défense, mais même des Gary Payton, ça roule au panier, ça prend des rebonds, ça sert presque que à ça. Des Podziemski, on a vu que contre la zone des Rockets, en zone, t'es pas marqué individuellement, il n'y a pas de box-out individuel, le mec s'y fait plaisir pour aller chercher des rebonds offensifs, etc. Podziemski est un énorme élément là-dessus, mais un peu tous, hein, Draymond Green, Butler aussi. Butler, un contre un, le tir est manqué, il prend la claquette pour lui, etc., etc. Et je dis ça parce que de l'autre côté, les Wolves sont bons pour protéger le rebond également. Donc voilà, là le clash, de quel côté ça va tomber également entre qui va gagner, qui va imposer sa patte, on va dire. Est-ce que les Warriors vont arriver malgré Minnesota à prendre tout de même des rebonds offensifs, ou est-ce que à l'inverse, les Wolves, vu qu'ils sont bons pour les protéger, vont réussir à les empêcher. Et puis l'autre aspect, disais-je, ce sont les turnovers. Puisque j'ai parlé du fait que les Warriors créent beaucoup d'interceptions et que les Wolves peuvent parfois ne pas être très bons, avoir beaucoup de déchets, etc., etc. On a un peu la même chose de l'autre côté. On a un peu la même chose de l'autre côté où les Warriors, parfois, ça peut avoir tendance à perdre des ballons. Alors, leur moyenne de saison, ils sont 16e. Donc ça, c'est bien. Je pense qu'en vrai, ils doivent être un peu meilleurs puisque maintenant que tu as Butler qui est arrivé, voilà, Butler est un mec extrêmement propre. Donc, plus tu donnes des ballons à Butler, plus ton pourcentage de turnover va baisser. Parce que ça veut dire que tu as, avant c'était pas le cas, maintenant tu as 30, 40, 50 ballons qui vont passer par Butler qui a un taux de lancer franc très peu. Donc, bref, Butler participe quand même à améliorer un peu la propreté du jeu, je trouve. Mais globalement, on a vu que, d'ailleurs, contre les Rockets, ça a pu arriver des matchs pas top. Des pertes de balles, parce que la pression en face, elle peut être immense. Des Amen Thompson, je crois que c'est quoi? C'est les matchs 5, non? 5-6, un truc comme ça, où il y a beaucoup de pertes de balles côté Warriors, parce que Amen Thompson est génial, parce que t'as Harrison, parce que, voilà, il y avait un côté assez étouffant. Bon, un peu pareil sur cette série, hein. Un peu pareil à surveiller de qui va gagner un peu cette bataille, qui va gratter des points, qui va gagner ces marges-là. Est-ce que les Warriors vont arriver à limiter ça, limiter les turnovers et donc la transition des Wolves, hein? Est-ce que les Warriors vont arriver à limiter les pertes de balles et donc limiter le nombre de points faciles, premièrement, ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que ce sont les Wolves qui vont arriver à créer beaucoup de pertes de balles et donc à se projeter aussi plus facilement en contre-attaque, eux qui ne sont pas forcément géniaux en saison régulière, sauf que vous regardez un peu la série du premier tour. Bon, je pourrais vous faire une vidéo de 20 minutes, hein, si vous voulez, mais juste sinon, ce qui est pratique avec les stats, c'est que ça nous résume en un chiffre, ce qu'on pourrait exposer en 50 clips. Non, mais ils ont été bons. Ils ont été très très bons en transition. Ça a fait beaucoup de mal à la défense des Lakers. Là encore, dans ce thème général, les Lakers ont été décevants sur demi-terrain, sur transition, partout défensivement. C'est ça la vraie déception pour moi. Plus que l'attaque, qui n'a pas été si loin de ça. Des attentes, à mon avis, de certaines attentes en tout cas. Mais bref, fermons la parenthèse. Les Wolves, qui de base, on se dit, ah mais non, mais regardons le stade de saison, ils sont pas si forts que ça. Mais en fait, non. Ils ont réussi à générer des turnovers, ils ont réussi à se projeter et ils ont réussi à générer beaucoup de points en transition. Ils font deux performances, 95e centile, match 1, 98e centile, match 3, en termes de points générés par possession et en contre-attaque. 80e centile également, match 4, 62e centile, match 5. Bref, et là je vous parle que de l'efficacité, mais la fréquence aussi, hein. La fréquence a tout le temps été assez élevée, largement au-dessus de la moyenne, sauf un match, le match 2 qu'ils ont perdu. Mais sinon, ouais, ils ont aussi gagné comme ça, hein. Souvenez-vous peut-être, vous en souvenez, le match 1, ils gagnent aussi beaucoup comme ça, surchauffe à 3 points, et énormément de transitions, les Wolves. Donc voilà, ça c'est aussi à surveiller, parce que si on a des Wolves qui augmentent la pression sur les cuts, sur les splits, et juste qui arrivent à faire de l'interception, ça peut aussi débloquer des points faciles, et là encore, on l'a dit de l'autre côté, ça peut être un match-up défensif, donc tous les points que Golden State pourrait générer en créant des pertes de balles et en partant en contre-attaque, ça peut être cool. Pareil de l'autre côté. Les Wolves, série défensive, ça va galérer un peu à scorer, je pense, au moins en partie. Donc tout point bonus que tu peux aller récupérer sur de la contre-attaque via des styles peut être du bonus non négligeable qui pourrait te faire gagner un match ou deux et donc te faire gagner éventuellement la série in fine. Donc voilà, voici pour ce côté-là du terrain également.
encore une fois, je développe un peu moins, mais parce qu'il y a tellement de possibilités côté Warriors qu'on parlera plutôt de ce qui s'est passé pour de vrai, plutôt qu'énumérer les 54 possibilités de Steve Kerr. Mais voilà pour ce côté-là du terrain. Attaque des Warriors contre la défense des Wolves. On a fait au moins un topo assez général en faisant ressortir les enjeux. Et voici pour cette preview qui sort un peu tard. Malheureusement, je sais que c'est pas parfait de la sortir après le match 1. Mais voici pour cette preview. J'espère qu'elle vous aura plu. Preview entre Wolves et Warriors. Il faut miser ou pas? Il faut miser, il faut faire un pari? Non, je vais pas faire un pari parce que je vais encore me planter. Donc, pas de pari, même si c'est vrai que avant les playoffs, j'aimais quand même beaucoup les Warriors, mais je sais que je me suis déjà planté une fois sur les Wolves, donc pas de pari aujourd'hui. Bref, voici pour cette série qui s'annonce elle aussi passionnante. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et oui, encore une fois, je sais, je suis en retard, je sais que ça plaît pas, ça plaît pas. Mais voilà, de nouveau, Adam Silver, c'est ta faute, c'est pas la mienne. Bon, bref, j'espère que ça vous aura plu. Je pense tout de même que c'est pas parce que les matchs 1 sont passés sur des séries que la preview n'est pas intéressante, ça j'en reste persuadé. Ne serait-ce que, par exemple, pour comprendre ce qui s'est passé dans le match 1 ou pour se projeter aussi sur les grands enjeux. Une série ne dure pas qu'un match, hein, donc voilà. Mine de rien, si la preview ne vous intéresse pas, bah déjà vous êtes plus en train d'écouter, donc ce que je dis n'a pas de valeur. Non, mais on essaie de relancer un peu les quotidiennes là, entre midi et 2, notamment entre 12h et 13h. Si vous n'êtes pas là, si vous travaillez, évidemment, moi j'arrive à me libérer, mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y aura le replay, il y a le replay qui est disponible chaque jour assez tôt, du coup, contrairement à d'habitude où on le faisait le soir, et donc le replay était le lendemain. Voilà, replay, le Basket Lab live sur YouTube. Il y aura les replays complets avec images en plus si YouTube est gentil. Donc voilà, je pense qu'on a passé le plus gros. On a passé le week-end du chassé-croisé juillet-août, ou pardon, premier tour, deuxième tour. Il ne nous reste plus que le bilan des Rockets, peut-être, tout de même faire un bilan de cette série, que j'aurais dû faire avant, mais... Enfin, j'aurais dû faire avant la preview, mais voilà, pas de... La série a déjà commencé, donc il fallait quand même faire la preview. On fera le bilan, un vrai bilan, un gros bilan, une vraie bonne review de ce qui est le plus passionnant, je trouve, hein, une review de série de playoffs, et puis surtout, les perspectives pour l'intersaison 2025 des Rockets, puisqu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Donc ça, je promets pas de le faire demain, parce que je vais peut-être me garder du temps aussi pour faire de la vidéo, que j'aime bien faire ça. Et vu que c'est pas urgent, peut-être ça peut attendre un jour de plus, je ne sais pas, mais bref. La prochaine fois, en tout cas, on se retrouve pour ça. Bilan Rockets contre Warriors. Et donc, sur ce, je vous remercie, nous les fans, de m'avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci pour votre soutien, pour vos commentaires derrière YouTube. Beaucoup de commentaires YouTube en ce moment, ça fait très plaisir. Merci à vous. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.